Bonjour tout le monde. Avant de céder la parole au docteur Sanson, je voulais quand même rapidement vous présenter notre direction, parce que vous l'avez entendu, la direction générale, accès, services de proximité et effectifs médicaux. C'est une nouvelle direction qui a été créée en avril dernier, mais qui regroupe 3 directions qui sont très complémentaires. Puis l'expertise, le regroupement de cette expertise-là va nous permettre, et j'en suis convaincu, de réaliser de beaux projets structurants. Il y a les services de proximité, puis aussi les services de l'accès à la médecine spécialisée. Et vous avez la direction des effectifs médicaux, autant médecine spécialisée que médecine de famille. Et la troisième direction, c'est tout le modèle de projection que l'on travaille actuellement à re-questionner pour s'assurer qu'il répond aux besoins. Je m'éloigne de la technologie de l'information, mais on va y revenir parce que je trouvais essentiel de vous expliquer la philosophie implantée au niveau des projets d'accès. Parce que ce qu'on vous présente cet après-midi, ce sont des projets d'accès. Et notre direction a quand même quelques années, un historique au cours des dernières années de projets d'accès. Projet d'accès à la consultation spécialisée, on en parler tout à l'heure. Il y a un projet d'accès aussi au niveau des services diagnostiques, précisément imagerie médicale, et projet d'accès aussi pour la chirurgie générale. Alors, les professionnels dans notre direction travaillent en étroite collaboration. Il y a 4 axes importants pour notre direction qui sont essentiels dans les travaux que nous effectuons avec le réseau. Le premier axe, c'est la collaboration. Pour nous, c'est gagnant. Chaque mois, dans cette période-ci, chaque semaine pour RVSQ, mais chaque mois, les experts du réseau ont un statutaire avec un membre de mon équipe pour échanger sur la progression, les cibles que l'on se donne, le plan de match qu'on se donne au cours de la prochaine année afin d'atteindre les résultats souhaités. Lors de ces échanges, lors de ces statutaires, ça nous permet de recueillir certains obstacles. Oui, on demande, on sollicite le réseau pour réaliser les cibles, mais eux aussi nous transmettent des devoirs. Si je prends l'exemple en imagerie médicale, au cours de la dernière année, que le réseau nous a identifié, c'est un problème majeur au niveau des technologues. Il manque de technologues. Alors, ce problème a été adressé au niveau du ministère. Ce qu'on met actuellement en place pour résoudre cet obstacle-là, bien, aujourd'hui même, la DGPRM discute avec le ministère de l'Éducation pour comprendre pourquoi les étudiants technologues qui étudient pour devenir technologues en imagerie médicale ont un taux plus élevé de décrochage. Ils ne complètent pas. Il y a un pourcentage de plus en plus élevé de jeunes qui ne terminent pas leur technique. Deuxième action qu'on pose, c'est on va probablement, avec le ministère de l'Immigration, regarder la possibilité de faire du recrutement avec le recrutement Santé Québec pour permettre à des gens à l'extérieur du pays de venir travailler parce que le besoin est criant. Et la troisième option, troisième axe sur lequel on va travailler, et ça dès le début octobre, c'est on va s'asseoir dans les milieux les plus en difficulté pour voir avec la DGPRM, la direction responsable des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé, quelles sont les stratégies qui pourraient être mises de l'avant afin de diminuer ou combler des postes qui doivent être comblés afin d'offrir le service. Alors, les échanges nous permettent de bien préciser où sont les problématiques et chacun de notre côté, autant du réseau que du ministère, on peut y travailler pour justement résoudre et améliorer l'accès. L'autre axe au-delà de l'échange, c'est de le partage. On fait des focus group pour chaque orientation, les grandes orientations du ministère, pour s'assurer que de la façon dont on va l'amener dans le réseau, bien que ça puisse répondre, que ce soit crédible auprès de nos intervenants dans le réseau. On fait des communautés de pratique aussi, partage de l'expertise. Pour nous, c'est essentiel. Il y a soit par communauté de pratique ou rassemblement annuel où on vient présenter les best practices afin de répliquer ces best practices-là à travers le réseau. Il y a l'analyse, tableau de bord, important pour nous.
toujours imagerie médicale, chirurgie. Imagerie médicale, aujourd'hui, on sait exactement, parce que les experts ont défini quelles étaient les cibles, le nombre d'examens qu'on peut faire par appareil. Aujourd'hui, j'ai le portrait complet de tous les appareils au Québec. Je sais exactement le pourcentage que les appareils sont utilisés. Je sais très bien qu'à Saint-Jérôme, vous ne pouvez pas ajouter des examens supplémentaires. C'est les appareils qui sont utilisés les plus performants au Québec, ouverts 24 heures, et le plus grand nombre d'examens réalisés par ces appareils d'IRM. Alors, ça nous permet, nous, au ministère, d'être proactifs et de cibler des endroits où on doit ajouter des appareils. Ou bien, on fait des constats où il reste de la capacité résiduelle. Sur le territoire de Montréal, à la suite du portrait que nous avons effectué, bien, on a constaté qu'il y avait 500 plages d'échographie non utilisées par semaine sur l'île de Montréal. 300 plages non utilisées de TDM, 50 plages au niveau de l'IRM. Alors, les tableaux de bord nous permettent de faire ces analyses beaucoup plus pointues. J'ai la même chose au niveau de la chirurgie, utilisation des blocs opératoires. Alors, c'est vraiment aidant, autant pour le ministère que pour les établissements. Le quatrième, bien, c'est la rédaction documentée des guides, que ce soit en médecine spécialisée ou bien comme on va le faire, guichet d'accès aux médecins de famille, où on souhaite établir la même approche, ou bien aussi au niveau de RVSQ. Je tenais à vous partager notre philosophie parce qu'elle est importante. C'est beau les projets, mais il y a quand même des conditions gagnantes, celle de travailler en étroite collaboration et celle aussi d'accompagner. Dans le cadre des RVSQ, ce que va vous présenter le Dr Sanson, on a mis en place, nous mettons en place actuellement des équipes à travers le Québec qui vont accompagner les médecins, les infirmières, les agentes administratives dans cette gestion de changement, dans l'appropriation d'RVSQ. Et ces équipes-là, au-delà du mandat d'RVSQ, auront un mandat beaucoup plus large de répondre, de toujours accompagner les services de première ligne dans la gestion du changement. Alors, cette mise en contexte étant faite, je vous présente maintenant, je laisse la parole au Dr Isabelle Sanson, qui est directrice médicale auprès de la direction générale. Je vais arrêter là, direction générale adjointe, parce que c'est un grand, grand nom, et pour vous présenter le projet RVSQ. Merci. Donc, la vision que je vous amène aujourd'hui, à titre de clinicienne moi-même, qui suis encore en pratique, c'est la vision clinique d'RVSQ. Où est-ce qu'on s'en va? Comment on veut en faire un outil qui deviendra incontournable? D'ailleurs, je l'utilise dans ma pratique, moi, au quotidien. Et je dois vous dire que déjà, je vois des bénéfices évidents. Donc, à la base, Rendez-vous Santé Québec, c'était offrir un service pour le citoyen, et ça l'est toujours. Évidemment, pour offrir un service aux citoyens, il faut nous assurer que les équipes cliniques vont l'adopter. Mais à la base, c'est d'offrir un accès web 24/7 pour les citoyens afin qu'ils puissent prendre rendez-vous d'abord avec leur médecin de famille. On verra qu'il y aura des étapes subséquentes où l'offre de service pourra être élargie. On souhaite qu'il y ait une porte d'entrée, idéalement, pour le citoyen lorsqu'il va prendre son rendez-vous, qui puisse lui donner accès à un rendez-vous avec son médecin, avec un médecin de son groupe ou avec un autre médecin de son territoire qui accepterait de voir des patients de l'extérieur. C'est un service qu'on souhaite évidemment gratuit, qu'il est actuellement et qui est utilisé par des centaines de milliers de Québécois depuis son installation. Ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment important d'adresser le besoin du patient. Que le patient soit pris en charge davantage, dans un premier temps, dans son propre milieu. Je le mentionne, même si c'est un mot que parfois on peut éviter, le fameux taux d'assiduité. Hein, on souhaite que les citoyens puissent aller voir un professionnel dans leur clinique pour avoir une appartenance, des services qui sont adaptés à la continuité de leurs soins. En fait, Rendez-vous Santé Québec, un des principaux objectifs, c'est justement ça. C'est de favoriser le retour du citoyen vers son milieu d'appartenance pour que son équipe puisse répondre à son besoin. Et vous allez voir comment on peut y parvenir. Donc, pour les cliniciens maintenant. Pour les cliniciens, Rendez-vous Santé Québec va devenir un outil performant qui permet, entre autres, d'améliorer la pertinence des consultations.
On ne peut pas parler d'accès sans parler de pertinence. Je m'explique. Pour augmenter, comme médecin de famille, si dans mon bureau, je vois des patients au quotidien dont le besoin aurait pu être répondu par le pharmacien communautaire, par l'infirmière de mon groupe, c'est du temps que j'aurais pu investir à prendre en charge davantage de patients qui sont en attente d'un médecin de famille ou à voir des patients qui n'auraient pas eu accès à un rendez-vous avec moi. Donc, l'objectif est d'augmenter la pertinence des consultations, mais aussi de diminuer le fardeau sur les équipes des cliniques. Évidemment, en ayant un système gratuit qui permet de prendre des rendez-vous en ligne, le secrétariat des cliniques se retrouve avec une charge de travail qui est différente. Je m'explique. Entre autres, en lien avec l'accès adapté, on en parlera un peu plus tard, les réceptionnistes des cliniques, les sentinelles qu'on appelle, qui sont en fait des réceptionnistes avec des connaissances en accès adapté, ont une fonction de lisser la demande. C'est-à-dire que quand les gens appellent, elles évaluent la priorité des consultations et peuvent ainsi s'assurer que les patients ont un rendez-vous au moment opportun. Bien, en fait, avec l'introduction de Rendez-vous Santé Québec, on ajoute une porte d'entrée qu'on souhaite aussi conforme au phénomène de lissage, mais qui permettra à la réceptionniste, à la sentinelle, de continuer de jouer son rôle de lissage tout en allant assurer une cohérence avec la prise des rendez-vous en ligne. L'arrimage aux solutions DME, je ne sais pas s'il y a des fournisseurs dans la salle de DME. Oui, très heureuse que vous soyez là. Il y a des collaborations très étroites qu'on est en train de concrétiser avec les fournisseurs de logiciels de DME qui sont utilisés par les cliniques de proximité. Parce qu'assurément, le clinicien, quand il utilise RVSQ, il l'utilise via son portail habituel, son outil de travail, qui est le dossier médical électronique. La majorité des cliniques l'utilisent ainsi. Certaines cliniques vont aussi aller directement sur un portail que la RAMQ met à disposition des cliniques. Il y a plusieurs améliorations qui ont été apportées depuis la mise en place de Rendez-vous Santé Québec en 2017. Nos collègues de la RAMQ, qui sont d'ailleurs ici dans la salle, seront en mesure de vous donner de plus amples détails à un kiosque là, qui se situe juste de l'autre côté du couloir. Et évidemment, bien, la pratique en accès adapté, je vous ai dit, on y reviendra un peu plus tard. Donc, les besoins qu'on adresse actuellement au ministère et à la RAMQ sont les suivants. Le soutien pour la gestion du changement sur le terrain, le fameux déploiement. C'est clair que quand on arrive avec un nouvel outil, on doit expliquer aux gens comment l'utiliser et on doit les accompagner dans le changement. On continue à travailler sur l'optimisation de l'outil. On offre un soutien à l'amélioration de l'accès pour le patient et finalement, on favorise la pertinence des visites. Allons un peu plus en détail dans chacun de ces sujets-là. Pour ce qui est de la gestion du changement, il y a des investissements massifs qui ont été faits récemment pour mettre en place des équipes. Donc, on a des équipes terrain qui, aujourd'hui, sont en action dans les cliniques et qui vont aller soutenir les équipes dans l'adoption de Rendez-vous Santé Québec. C'est un financement que le ministère a souhaité mettre en place pour favoriser le déploiement de Rendez-vous Santé Québec. C'est des équipes qui sont dans les établissements avec des professionnels qui ont à cœur Rendez-vous Santé Québec. On a d'ailleurs eu hier une journée de mobilisation Rendez-vous Santé Québec où l'ensemble de ces équipes-là étaient présentes et vraiment tout le monde est motivé à aller de l'avant. Il y avait des cliniciens aussi qui nous partageaient leur expérience et c'était très porteur. Donc, ces équipes-là qui sont dans l'action, cet automne, commenceront à vraiment catalyser le mouvement. On a donc la mise en place de ces équipes qui s'est faite au cours de l'été. Donc, depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, on a 23 établissements qui ont leurs équipes qui sont dans l'action, des visites qui ont débuté dans 9 établissements et plusieurs autres qui sont planifiées cet automne. Pour nous, le fait d'avoir ces équipes-là sur le terrain, c'est une façon, comme M. Fogg l'a dit, d'aller
chercher l'information, d'aller vraiment comprendre quelles sont les améliorations qu'on doit apporter, quel est le soutien qui est requis pour pouvoir toujours améliorer nos processus. Donc, pour les cliniciens, les avantages de RVSQ, d'abord, comme je le disais plus tôt, au niveau du secrétariat, on souhaite alléger la tâche des sentinelles, renouveler leur rôle avec la portion web. On travaille aussi l'arrimage avec nos collègues, avec les fournisseurs des DME. Et, voyons, il y a un problème avec mon diaporama. Je suis revenue en arrière. Merci. Ah, voilà, ça va mieux. Donc, on est rendu à l'optimisation de l'outil. Je vous le disais un peu plus tôt, M. Simon Canuel, ici, là, qui est le directeur responsable, entre autres, de Rendez-vous Santé Québec à la Régie de l'assurance maladie, toute son équipe est présente actuellement à un kiosque pour répondre à vos questions en lien avec les améliorations qui ont été réalisées jusqu'à ce jour, mais aussi celles qui sont prévues, parce que, comme je vous ai dit, on est toujours dans l'action. Nous avons un comité utilisateur composé de cliniciens, de responsables administratifs de clinique et aussi d'utilisateurs, donc de citoyens, qui nous a aiguillés sur les améliorations à prioriser pour Rendez-vous Santé Québec, afin de bien répondre aux besoins du terrain. Et ces améliorations-là sont prévues, on pourra vous en parler au kiosque. Vous pourrez aussi, évidemment, adresser vos questions là, à l'équipe sur tout autre sujet. Le processus d'inscription pour les cliniques a aussi été amélioré. Moi-même, ayant changé de clinique récemment, j'ai dû refaire le processus et vraiment, l'expérience est très positive. Il y a eu vraiment une fluidité dans le processus là, qui a été grandement appréciée par moi et mes collègues. Et finalement, plusieurs améliorations en lien avec les fournisseurs. Je passe pour celle-ci. Donc, on a écouté les cliniciens qui nous ont dit une des grandes valeurs ajoutées pour nous à un système de prise de rendez-vous en ligne, c'est d'avoir un reflet sur notre accès. Précédemment, il y a 1 an, lorsque j'étais dans une clinique et qu'on n'avait pas Rendez-vous Santé Québec, la seule façon de savoir si on répondait à l'offre de service pour nos patients, c'était de demander à nos secrétaires « Pouvez-vous me faire un petit X sur la feuille à chaque fois qu'il y a un patient qui appelle puis vous n'êtes pas capable de lui donner un rendez-vous? » Là, la secrétaire se retrouvait avec 15 feuilles en avant, là, puis là, chaque fois qu'il y avait un patient dont la demande n'était pas répondue, bien, elle faisait un X sur le papier. C'est clair, puis la raison pour laquelle on le faisait, c'est parce que comme clinicien, on avait un besoin puis un désir de répondre aux besoins de nos patients et qu'on n'avait pas de moyen de connaître la demande. Bien, ce que les cliniciens nous disent, c'est qu'avec l'arrivée d'un outil comme ça, ce qu'on veut, c'est un reflet sur notre accès. On aimerait avoir, nous, comme équipe, des données qui vont nous permettre de nous améliorer, de faire ce qu'on appelle la pratique réflexive, c'est-à-dire d'avoir un reflet de notre pratique et de pouvoir ajuster notre offre en fonction de la demande. Donc, comme M. Forgue vous a bien spécifié que notre souhait est toujours d'être branché sur le terrain, j'aimerais savoir qui ici est un gestionnaire ou un clinicien ou quelqu'un qui est proche des cliniques médicales en première ligne, en levant la main. Très bien. On va donc... Oh, j'aurais juste besoin de mes questions. Bien, ça va, ils sont là. OK, je vais les lire comme ça, même si le format est un peu moins... donc, non, c'est gentil, merci. Donc, pour les cliniciens et ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, prenez vos téléphones par la suite pour répondre à la question suivante. Quelles seraient les données pertinentes à la pratique réflexive sur l'accès pour vos équipes? Et là, c'est vraiment, l'objectif est de consulter parce que c'est des choses auxquelles on réfléchit, à savoir quelles sont ces fameuses données qui pourraient vous permettre, vous, d'améliorer l'accès pour les citoyens qui sont chez vous. Donc, vous devrez faire un seul choix, hein, je pense, monsieur. Ils peuvent voter pour plusieurs ou seulement un? Seulement un. Donc, quelle est la donnée la plus importante pour vous? Le premier choix, est-ce que tout le monde a déjà voté? Le 100 % que je vois? Oui, OK. Est-ce qu'on peut recommencer le vote? Excusez-moi, on s'adapte à la technologie. Merci. OK. Oh, OK, vous votez tout de suite? OK. Je vais juste vous les expliquer avant, OK?
Ça sera pas long. OK, est-ce qu'on peut retourner à l'autre parce que là, ils sont un peu délinquants, là? OK, merci. Donc, le premier choix, c'est le troisième rendez-vous disponible. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'accès adapté, si vous êtes dans l'équipe clinique, j'espère que vous connaissez l'accès adapté. Donc, le troisième rendez-vous disponible est la mesure permettant d'évaluer la qualité de la pratique, pas la qualité, mais d'évaluer la pratique en accès adapté. Quelqu'un qui a une pratique en accès adapté qui est efficiente, le troisième rendez-vous disponible va l'être en dedans de 72 heures. Okay? Donc, ça, c'est la littérature qui propose ça. Fait que ça, c'est un indicateur d'accès adapté. Le deuxième, c'est le nombre de demandes non comblées, c'est-à-dire combien de citoyens sont allés en ligne pour faire une recherche de rendez-vous avec moi et n'ont pas obtenu de rendez-vous. Donc, le petit X sur la feuille que la secrétaire faisait auparavant. Le troisième, le nombre de passages à une offre de service par un médecin du groupe versus une autre clinique. On a dans Rendez-vous Santé Québec les cascades 1, 2, 3. Donc, cascade 1, c'est la recherche avec le médecin de famille. Cascade 2, avec un autre médecin du GMF. Cascade 3, avec quelqu'un à l'extérieur, un médecin à l'extérieur de la clinique. Donc, par exemple, le nombre de recherches qui ont mené au passage à la cascade 3. C'est cet indicateur-là. Et finalement, le délai moyen pour un rendez-vous, c'est-à-dire le délai entre le moment où le citoyen a fait la recherche et le moment où le rendez-vous a été attribué. Maintenant, vous pouvez voter. Voilà, merci. C'est bien. Très bien, merci beaucoup. Oh! OK, est-ce qu'on peut fermer le vote? Parfait. Donc, c'est intéressant de voir que c'est en fait ce qui vous intéresse davantage. Et c'est pas surprenant parce que c'est ce qu'on fait avec le CRDS. Là, M. Forg vous le dira par la suite. Donc, le plus important pour nos équipes cliniques, c'est d'abord et avant tout de connaître les demandes non comblées. Donc, pour mieux ajuster la demande et l'offre. Et puis, toute la notion de passage à la cascade 3 qui vous préoccupe aussi là, parce que vous souhaitez évidemment que vos patients consultent dans votre milieu en premier lieu. Merci beaucoup. Je suis contente qu'on l'ait fait. Vive la technologie parce que ça nous permet de consulter une grande variété de personnes dans plusieurs milieux du Québec pour mieux nous orienter. Et ça, c'est une autre question en lien avec la pertinence. On l'a abordé un peu plus tôt, hein, pas d'accès sans pertinence. Donc, une question qui va nous permettre d'avoir des données peut-être hypothétiques, mais pour voir tout le potentiel qu'on a en adressant la pertinence pour les consultations semi-urgentes. C'est-à-dire combien de consultations semi-urgentes, par exemple, au sans rendez-vous, pourrions-nous espérer sauver par la mise en place de processus favorisant la pertinence des visites. Ça, on vous en parlera là, juste après. Donc, encore la question, on attend avant de lancer le vote. Non, on attend avant de lancer le vote, s'il vous plaît. L'expérience nous dit merci. Selon votre expérience, quel pourcentage des patients se présentant pour un rendez-vous semi-urgent avaient une condition nécessitant une évaluation médicale? Là, c'est subjectif, là, mais comme médecin, bien personnellement, parfois, je vois un patient qui vient me voir pour une condition, je ne sais pas, un nez qui coule depuis hier ou quelque chose du genre, puis je me dis, je le soigne et c'est beau, mais je me dis, pour notre système, il me semble que ce patient-là aurait pu être répondu en un meilleur lieu par un meilleur professionnel. Donc, on vous demande, d'après votre expérience, à peu près, les équipes cliniques, à quoi ressemble le pourcentage de consultations pour lesquelles il fallait vraiment voir un médecin. Fait que sur vos plages de sans rendez-vous, quelle proportion vous dites, ah oui, ça, là, c'était vraiment une expertise médicale qu'il fallait? Plus de 75 %, entre 50 et 75 %, entre 25 et 50 %, excusez la coquille, et moins de 25 %. J'espère que ce ne sera pas... En tout cas, on va voir. Donc, on peut lancer le vote. Ah oui, moins de 25. Excusez, il ne faut pas que j'influence par mes commentaires. Je m'excuse.
Intéressant. On peut fermer le vote, mais c'est très intéressant. Hein? Très intéressant. Donc, personne n'a considéré qu'on a plus de 75 des visites qui sont pertinentes dans nos 100 rendez-vous en première ligne au Québec. C'est quand même intéressant. Donc, la majorité d'entre vous, quand même, étiez entre le 50 et 75, mais il y avait des gens moins de 25. Et c'est clair qu'avec les travaux qui sont en cours au ministère pour élargir le rôle des autres professionnels de la santé, probablement, effectivement, que plus ça ira, plus les gens qui ont voté le moins de 25 auront probablement raison. Du moins, on espère que d'ici là, on sera en mesure d'augmenter la pertinence pour que la majorité d'entre vous, quand on reviendra l'année prochaine ou dans 2 ans, vont nous dire, bien, finalement, c'est plus de 75 qui est pertinent parce qu'on a mis en place des processus favorisant la pertinence. Donc, où en sommes-nous à ce jour pour adresser la pertinence? Nous en sommes à construire, morceau par morceau, une vision pour ce qui est de l'accès aux rendez-vous semi-urgents pour les urgences mineures. Donc, il est très important, en regardant cette diapositive-ci, de comprendre que Rendez-vous Santé Québec reste toujours pertinent, très pertinent pour la prise de rendez-vous pour des suivis. Alors, si j'ai besoin de renouveler ma médication avec mon médecin, je vais aller sur Rendez-vous Santé Québec et tout simplement prendre un rendez-vous dans 2 semaines avec lui. Par contre, quand j'ai mal au ventre et que je me dis, là, il faut que j'aille à l'urgence, j'ai mal au ventre, j'ai un problème de santé, l'objectif est d'essayer de voir, lorsque ce besoin semi-urgent-là est perçu par les citoyens, comment on peut bien l'aiguiller pour qu'il consulte le bon professionnel au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Donc, notre citoyenne ici a un besoin de santé semi-urgent. Elle peut évidemment aller voir son pharmacien ou un autre professionnel là, de sa communauté qui est à l'extérieur de la clinique médicale auprès de laquelle elle est inscrite. Mais elle peut aussi utiliser les technologies de l'information, dont le téléphone ou Rendez-vous Santé Québec, pour prendre son rendez-vous. Donc, elle aura toujours la porte d'entrée, Rendez-vous Santé Québec, dire « J'ai mal au ventre, mais je pense que, bon, c'est pas nécessaire d'aller à l'urgence. Je vais aller voir si mon professionnel, si mon médecin de famille est capable de me donner un rendez-vous aujourd'hui ou demain pour répondre à ma demande. » Par contre, ce qu'on souhaite favoriser, c'est qu'il y ait un professionnel qui puisse adresser ce besoin-là et s'assurer de la pertinence de la consultation qui va résulter. Donc, actuellement, ce qui est en place, c'est InfoSanté, que vous connaissez tous. InfoSanté, on a eu toute une mise à jour du système de téléphonie récemment qui a augmenté la capacité. On a aussi une phase 2 qui est à venir cet automne en lien avec des fonctions de clavardage et de téléconsultation de l'infirmière. Donc, la personne pourrait aussi choisir d'appeler l'infirmière. Auparavant, l'infirmière du 811, à la fin de son évaluation, si elle en venait avec une conclusion que le patient avait besoin de voir un médecin, l'orientait vers l'urgence. Voilà. Depuis Rendez-vous Santé Québec et l'une des récentes améliorations que nos collègues de la RAMQ ont effectuées, l'infirmière peut elle-même donner rendez-vous au patient sur RVSQ avec son médecin de famille. Donc, on vient prendre un patient qui aurait probablement été orienté vers l'urgence et le ramener vers sa clinique, vers son médecin, pour que son besoin soit répondu. Ça, c'est de la pertinence à mon point de vue. Deuxièmement, on a une fonctionnalité. Par exemple, supposons que notre citoyenne était allée à l'urgence. Elle n'a pas appelé le 811, elle a décidé d'aller à l'urgence. Comment faisons-nous pour nous assurer de la pertinence de sa consultation à ce moment-là? Bien, c'est tout le processus de réorientation qui est en place dans les urgences actuellement. Et nous avons des travaux qui sont bien avancés, qui avancent à très grande vitesse, qui nous permettront sous peu de réorienter ces patients-là vers RVSQ. Donc, à partir de l'urgence, le personnel de l'urgence pourra, lorsque le patient a été évalué de façon sécuritaire et considéré comme réorientable, c'est-à-dire que son état n'est pas critique, pourra recevoir un rendez-vous, peut-être dans 4 heures au centre rendez-vous de sa clinique, ou le lendemain avec son médecin de famille,
Donc, le processus de réorientation sera arrimé à RVSQ. Et finalement, vous avez remarqué que dans le petit carré bleu, on a 2 professionnels. À vous de voir lequel est le médecin, lequel est l'autre professionnel du GMF, l'infirmière ou le travailleur social. Mais l'objectif à terme est que RVSQ offre accès aux citoyens au rendez-vous avec les autres professionnels de son groupe. Pour l'instant, on a accès aux médecins de famille, mais éventuellement, on pourra, que ce soit pour un rendez-vous semi-urgent ou pour un suivi d'une maladie chronique, prendre rendez-vous avec son infirmière via Rendez-vous Santé Québec. Donc, les avantages de la pertinence de la consultation pour le citoyen, bien, c'est encore une fois une seule porte d'entrée, mais qui est flexible. Hein? On s'est fait dire souvent, bien, Rendez-vous Santé Québec, quand j'ai un besoin semi-urgent, j'aimerais ça être capable de prendre le téléphone. Bien, en donnant quand même accès à l'infirmière à Rendez-vous Santé Québec, c'est une porte d'accès qui est là. L'orientation n'est pas de demander à tous les citoyens du Québec d'appeler le 811 pour prendre rendez-vous avec leur médecin. Je vais juste clarifier ce point-là. Mais on a quand même l'amorce d'une porte d'entrée au téléphone. On offre un accès en temps opportun au bon service, au bon endroit, avec le bon professionnel, et une évaluation et une priorisation qui est standardisée et soutenue par une expertise infirmière. Donc, pour nous, il était très important de pouvoir mettre à profit l'expertise du 811 dans l'évaluation de ces patients-là. Est-ce que je reparle de l'accès adapté après? Non. Je vais vous parler juste un peu de l'accès adapté avant de terminer. Donc, l'accès adapté, on a parlé du lissage. L'objectif, là, c'est d'offrir un rendez-vous en temps opportun avec son médecin de famille. C'est une façon d'organiser les agendas des médecins qui est maintenant très répandue au Québec. Et un des enjeux qu'on rencontre avec l'accès adapté, c'est en fait que lorsque le patient appelle pour prendre son rendez-vous à la clinique, la personne qui évalue la priorité de son appel, c'est la sentinelle, la réceptionniste à l'avant, qui souvent est soutenue par une infirmière du GMF, mais pas toujours. Donc, il arrive parfois, lorsque la réceptionniste est un peu mal à l'aise de juger de l'état de santé du patient, qu'elle demande au patient d'appeler au 811. Donc, actuellement, moi, à la clinique où je travaille, j'ai déjà entendu la réceptionniste dire « Écoutez, madame, je ne suis pas très à l'aise de juger de votre situation. Appelez au 811 pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, puis rappelez-moi pour me dire si c'est urgent ou c'est pas urgent. » Donc, là, ici, on vient créer avec le processus qui est en place aujourd'hui, l'accès au 811 pour les infirmières, on vient vraiment favoriser ce processus sécuritaire du lissage des rendez-vous pour qu'un citoyen qui a un besoin, disons, plus grave, on soit sûr que son besoin soit adressé dans des délais adéquats. Pour les équipes cliniques, c'est moins de consultations inutiles. C'est une contribution des autres professionnels qui est optimisée par l'offre de services aux autres professionnels sur RVSQ. L'augmentation du taux d'assiduité, comme je l'ai dit, par la réorientation et par les infirmières qui peuvent maintenant aller vers RVSQ. Et finalement, pour nos patients, on veut aussi une évaluation pour une priorisation qui sont sécuritaires dans le contexte de l'accès adapté. On en a... oui. On en a brièvement parlé. CRDS, bien, CRDS, le 31 octobre 2016, c'était le lancement. C'était inscrit dans le cadre d'un projet de loi 20. C'était enchâssé dans le projet de loi 20. Mais il y avait eu quand même des expériences qui avaient démarré dans les 3L, la Montérégie et Montréal. On avait observé dans les dernières années avec notre équipe que les rendez-vous étaient un problème important. À l'époque, au niveau du rapport du commissaire aux plaintes, dans chaque établissement, la plainte numéro 1, c'était l'accès au rendez-vous dans les centres hospitaliers. Il y a dans certains établissements, c'était plutôt qu'ils ne savaient pas où appeler parce qu'au CHUC, à l'époque, à Québec, chez Saint-François d'Assise, l'Hôtel-Dieu de Québec, il y avait plus de 100 centres de rendez-vous à l'intérieur de ces 3 établissements. Alors, le pauvre patient ne savait pas du tout où s'adresser pour obtenir un rendez-vous. CRDS, bien, la philosophie, on a créé des formulaires avec nos collègues de la FMOQ qui ont ciblé des médecins de famille, tout comme nos collègues de la FMSQ, par leur président d'association, ils étaient des groupes de 5, autant médecins spécialistes que médecins de famille, puis ils recensaient environ 80% des conditions les plus fréquentes.
et identifier un délai pour la prise en charge. Alors, l'APSS, c'est vraiment rendez-vous dans un délai qui respecte sa condition clinique avec un médecin spécialiste. Ça, c'est les 3 grands principes. Médecin spécialiste à proximité du lieu de résidence de son patient et aussi, on respecte le choix du patient. Si on lui offre un rendez-vous à proximité de son lieu de résidence, mais il veut plutôt l'avoir à proximité de son lieu de travail, on respecte toujours le choix du patient. La rétention de clientèle, je fais juste une parenthèse, rétention de clientèle qu'on travaille depuis des années, là, Montréal avec Montérégie, 3L, qui a débuté il y a bien des années. C'est le mécanisme actuellement qui réussit à merveille la rétention de clientèle. C'est des milliers de consultations qui ont été redirigées de Montréal vers la Montérégie puis les 3L. Vous allez me dire, oui, mais on vient de créer des goulots. Pas nécessairement. Je l'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, on a une direction qui est les effectifs médicaux qui sont un levier extraordinaire. Les premiers COGEM à lesquels j'ai participé, moi, en médecine spécialisée, bien, on regardait que le ratio au niveau de la population. Aujourd'hui, on regarde des données d'accès. Et ça vient bonifier, ça améliore et ça vient accélérer l'ajout de ressources dans certaines régions. L'ensemble du processus de recherche d'attribution, bien entendu, ils font la recherche du rendez-vous, l'utilisation d'un formulaire harmonisé, un seul point de chute. Ça n'a pas toujours fait l'unanimité, mais je vous le dis, d'expérience, si on avait mis 5 CRDS à Montréal, 3 CRDS en Montérégie, on aurait reproduit le modèle que l'on connaît depuis des années, puis ce n'est pas vrai qu'on transfère de la clientèle d'un établissement à un autre. Je peux vous en parler pendant des heures. Du moment que le patient est inscrit dans un établissement, il y a une rétention qui se fait. Ça peut être administratif, ça peut être médical, mais déplacer des patients du moment qu'ils sont inscrits, ce n'est pas une condition gagnante. Le jour qu'on sera en équilibre, peut-être qu'on changera le modèle, mais on est très, très loin de l'équilibre. Alors, un seul point de chute, possibilité de référence nominative. Le médecin de famille a toujours le choix. Il peut identifier un centre hospitalier, il peut identifier un médecin lorsqu'il transmet sa requête. Traitement de requête, dont j'en ai parlé en fonction de la priorité clinique. La demande est faite sur un formulaire harmonisé, puis on a une échelle de priorité de A à E, A, B, C, D, A à l'intérieur de 3 jours, B à l'intérieur de 10 jours, C à l'intérieur de 28 jours, D à l'intérieur de 3 mois, E, 12 mois. Tout le monde partage un malaise au niveau du 12 mois pour le E. Il y avait des inquiétudes quant à la capacité des médecins spécialistes de répondre à la demande parce qu'initialement, le E est un 6 mois. Et actuellement, il y a une grande ouverture de la part de la Fédération des médecins spécialistes à réouvrir pour qu'on puisse identifier la condition clinique E à 6 mois. Mais il y a quand même quelques conditions. Ils souhaitent avoir, entre autres, un outil qu'on va vous parler, là, un outil informatique. Formulaire électronique, au début, quand on a commencé, c'était par télécopieur. Le télécopieur est encore utilisé, mais à tout le moins, ils sont disponibles dans les DME et on peut transmettre de façon électronique. Aujourd'hui, 80% des requêtes qui rentrent au CRDS rentrent de façon électronique. C'est vraiment une belle progression. Automne 2019, on a une phase 4 qui va intégrer les formulaires d'imagerie médicale. C'est 4 modalités, écho général, écho mammaire, IRM, TDM. On a fait, comme ce n'est pas dans le cadre d'un projet de loi 20, on a fait un appel d'intérêt auprès des établissements. 6 régions ont levé la main, l'Outaouais, l'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie. Et à Montréal, Laurentides suivront. Montréal, il y a des travaux au niveau technologique qui doivent être effectués avant de démarrer, mais ils pourront suivre par la suite pour le déploiement. Conseil numérique, c'est une des conditions de la FMSQ pour le traitement des E. Le conseil numérique, appelé le e-Consult, qui a été déployé dans l'Ouest canadien, qui fait en sorte que 40% des demandes de consultation, il y a une diminution de 40% des demandes de consultation. Ça a débuté en projet de recherche, poursuit en projet de pilote actuellement en Outaouais, en Abitibi
et Mauricie, centre du Québec. Les résultats sont très, très, très intéressants. On voit une tendance identique à l'Ouest et en Ontario. Le Collège des médecins a donné son autorisation pour qu'on puisse procéder. La FMSQ et nos collègues de la FMOQ nous talonnent depuis plusieurs mois, Julie Lalancette, entre autres, pour qu'on puisse déployer le plus rapidement possible. Et on est tout à fait d'accord avec cette pression positive que nos collègues nous font. Ça va être un outil qui va nous permettre vraiment de s'attaquer et surtout aux conditions qui sont actuellement la plus grande demande au niveau des consultations spécialisées. Traçabilité de la requête, c'est disponible en Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie. En Montérégie, on a des collègues de la Montérégie dans la salle. C'est très, très apprécié. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, qui permet aux médecins de famille de savoir où exactement est rendue sa requête, si le patient a obtenu un rendez-vous. Moi, j'ai vu le modèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne peux pas parler pour la Montérégie, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va dire jusqu'au médecin à quel endroit le rendez-vous a été attribué. Est-ce que c'est en établissement ou en cabinet? Parce que le CRDS, contrairement à un centre de rendez-vous dans un établissement, peut attribuer un rendez-vous autant en cabinet que dans un établissement. Non, je recule. CRDS, est-ce que ça répond aux besoins de la population? Bien entendu, il y a des enjeux. On n'est pas informatisé. C'est ce qu'on souhaite. Quand on a démarré, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'était dans le cadre du projet de loi 20. Alors, on a fait avec ce qu'on avait. Le réseau s'est mobilisé de façon exceptionnelle. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était transmission par télécopieur, alors vous imaginez. Quand ma collègue Marie-Ève, je crois qu'elle était dans la salle, à Montréal, quand ça rentrait, puis ils avaient l'offre de service dans toutes les installations et cabinets, que ça rentrait par télécopieur, qui devait saisir les requêtes, s'assurer que les requêtes ABC, qui est un rendez-vous avant 28 jours, soient priorisées. Alors, c'était excessivement lourd comme processus. Alors, l'informatisation des requêtes a permis de réduire cette souffrance-là, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de manuels. Mais pour la population, est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que ça répond aussi aux besoins des médecins de famille? J'ai de la misère avec. Alors, voilà certaines données. 64 des rendez-vous priorisés ABC ont été réalisés selon les délais. 76 des rendez-vous D et E réalisés en fonction des délais. Est-ce au niveau des patients en attente, l'année dernière, 43 des patients en attente étaient hors délai. Cette année, 28 des patients en attente sont hors délai. Alors, une belle amélioration. Est-ce que l'offre de service répond à la demande? Cette année, effectivement, il y a un équilibre entre l'offre de service en spécialité et les demandes. Le problème que nous avons actuellement, c'est qu'il y a des conditions qui sont orphelines. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut documenter ce volet-là. Alors, les hors-délais s'expliquent, entre autres, que oui, je vais offrir, je vais prendre par exemple l'orthopédie, pour le plaisir. Alors, il y a des orthopédistes qui ne voient que de l'épaule. Puis, il y a d'autres conditions, les demandes de requête rentrent. Alors, il y a beaucoup d'offres en épaule, mais pas d'offres pour le pied. Cet exemple-là. Il fait en sorte que, au nombre, oui, on est en équilibre, mais on ne répond pas encore de façon très précise à la demande. Comme on travaille, comme je vous l'ai mentionné, sur 4 axes, puis un des axes, c'est faire de l'analyse. Alors maintenant, on a développé un tableau de bord, je l'ai mentionné tout à l'heure, développer un tableau de bord qui permet maintenant de connaître le nombre de plages qu'on doit rendre disponibles supplémentaires en fonction de la condition clinique pour nous assurer cet équilibre-là. Alors, oui, il y a une prise en charge de plus en plus en fonction des délais. Puis oui, les médecins spécialistes, quand ils ont vu que la demande était beaucoup trop forte versus l'offre de service qu'ils donnaient au niveau des médecins de famille, bien, ils l'ont ajusté. Les deux grands creux, bien, vous ne serez pas surpris, hein, c'est la période des fêtes et la période d'été. On s'en va où avec le CRDS?
actuellement, c'est enchâssé dans le projet de loi 20 qui nous obligeait que ce soit exclusif aux médecins de famille. Le CRDS, ou si vous voulez, l'accès priorisé aux services spécialisés, c'est vraiment pour toute demande de service. Notre vision, c'est que toute demande d'examen diagnostique, toute demande pour une demande de consultation puisse passer par le CRDS et par la suite attribuer un rendez-vous soit en cabinet ou en établissement. Le suivi du plan de soins est sous la responsabilité du dispensateur de services. Du moment que je suis pris en charge à l'hôpital Sainte-Maryse, bien, les rendez-vous subséquents doivent être pris par l'hôpital Sainte-Maryse. Ce qu'on veut faire dans un premier... le rôle d'un CRDS, c'est de diriger la requête pour une première demande de service. Il faut que ça soit élargi à tous les professionnels, IPS, opticiens, médecins spécialistes, dans les salles d'urgence si besoin est. Alors, ça doit être utilisé partout ou offert à tous les professionnels de la santé. On a terminé la rédaction du dossier d'affaires. Ce qu'on a demandé, nous, on est là pour identifier le besoin clinique. Ce qu'on a demandé, c'est dans ce dossier d'affaires, c'est de s'assurer que l'usager ait accès à son historique de rendez-vous via un portail patient, qui puisse même éventuellement modifier ou annuler son rendez-vous du moment que par lui-même, que tous les résultats existants le concernant s'y trouvent avec différents outils pour lui permettre de les comprendre et, comme je viens de le mentionner, modifier ou annuler son rendez-vous en ligne. Pour les médecins référents, accès aux données cliniques complètes avec l'historique de rendez-vous, outils d'aide à la référence, le conseil numérique, complet disponible et la traçabilité de la requête. C'est un besoin qui est mentionné de façon répétitive. Le médecin spécialiste, accès à des projections de la demande de sa spécialité. Vous avez autant médecin de famille que médecin spécialiste. Le souci que l'offre de service puisse répondre aux besoins de votre clientèle. Alors, c'est la même chose au niveau des médecins spécialistes. Ils le demandent régulièrement d'avoir accès à des données qui leur permettent d'ajuster leur offre de service. Répondre, bien entendu, aux demandes de conseil numérique. Demande de référence, résultats désignés par le référent, les documents joints, etc. Ça, on veut le faire de façon automatisée parce que actuellement, c'est un des enjeux majeurs pour les médecins. Il y a des prérequis, puis c'est difficile, ça demande du temps auprès des médecins de famille de regrouper ces prérequis et les transmettre aux médecins spécialistes. Alors, nous voulons automatiser cette recherche de prérequis. Rapport du spécialiste, un sommaire ou une note transmettre au référent, puis le référent peut demander des précisions suite au rapport. Ce sont les grands axes que nous avons demandés dans la rédaction du dossier d'affaires. L'architecture à haut niveau, bien, pour le référent, toute l'aide à la référence, dans la vision CRDS version 2, bien, c'est que vous puissiez avoir accès à un algorithme en temps réel qui va vous permettre de vous guider quant à compléter votre demande de service. Bien entendu, il y a tout le volet saisi de la demande de service, l'envoi, etc. Nous, de notre côté, on travaille au niveau pour permettre d'avoir accès de plus en plus de pertinence, catalogue de l'offre de service. L'environnement du CRDS, bien, on le connaît pas mal, données démographiques, c'est réception, saisie de la demande de service. Si je vais vite comme ça, c'est que je vois le temps écouler, alors il reste 2 minutes 50. Là, on a le patient, puis on a le dispensateur. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est soutenir les équipes cliniques dans le déploiement d'outils numériques favorisant l'accès à la pertinence. Ces outils sont en amélioration continue grâce au contact. Ce dossier d'affaires-là s'est fait étroitement en collaboration avec les gens du réseau. Il n'y a pas d'outil parfait. Je sais, parce que j'étais là au premier jour, j'ai lu tous les courriels reçus des médecins spécialistes, des médecins, des omnipraticiens. Ça s'est quand même énormément amélioré. Ça ne sera pas non plus encore parfait, mais on va y travailler tous les jours pour nous assurer que cet outil-là puisse répondre de façon adéquate à votre besoin.
Puis c'est le dernier point. Les gens qui travaillent actuellement sont engagés. Les gens qui sont dans les CRDS font un travail exceptionnel avec des moyens technologiques qui est pratiquement absent dans certaines régions. Il y en a qui ont pu développer par leur initiative certains outils qui leur permettent de faciliter cette gestion-là des requêtes, mais le travail réalisé est vraiment phénoménal. Je terminerai sur ce point. Aujourd'hui, on a la mesure. On s'en va dans le prochain exercice à l'automne, on va commencer à extraire aussi les données dans les établissements, parce qu'au ministère de la Santé, nous n'avions aucune idée des temps d'attente au niveau de la consultation spécialisée. Alors, on débute à l'automne une extraction qui va nous permettre d'avoir le portrait complet de toutes les demandes. Encore aujourd'hui, quand on a démarré le projet, dans certaines régions, des demandes de consultation étaient avec le patient. On demandait au centre hospitalier quels sont vos délais d'attente. Ils nous disaient on n'en a pas, parce que les requêtes étaient avec le patient. Alors, on n'avait aucune idée de l'offre de service, la demande de service. On a trouvé des milliers de demandes de consultation dans des classeurs, avec des dates de plus de 10 ans. Ici, ça peut pas, en tout cas, si ça arrive, là, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Alors, ce n'était pas parfait quand on l'a démarré. Il y a une chose qui est vraiment, qui est une grande, grande plus-value. Aujourd'hui, on le mesure. Et aujourd'hui, on est capable de plus en plus à travailler à équilibrer l'offre de services en fonction de la demande. Alors, ce sont les deux grands projets qui vont avoir un impact majeur au niveau des services de première ligne. Comme je viens de le dire, le dossier d'affaires est complété. Alors, éventuellement, la prochaine étape, ce sera d'aller en appel d'offres. Je souhaite un déploiement le plus rapidement possible, mais ça va très bien et j'en suis fort satisfait. C'est terminé. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.